William, je suis né à Wissembourg en 1966. Après mes études d'histoire, j'ai travaillé pendant 17 ans à la manufacture d'orgue Mühleisen, qui était d'abord à Cronenbourg, qui maintenant est à Échaud. Et en 2007, j'ai ouvert une librairie à Wissembourg qui s'appelle la librairie à livre ouvert. Je suis marié, j'ai 3 enfants, un petit-fils. Qu'est-ce que je pourrais encore dire de moi? Que je suis absolument fasciné et pris de l'Alsace, de ses traditions, de sa culture, et que c'est peut-être à cause de ça que je suis là aujourd'hui. L'alsacien que je parle, c'est le francique, donc c'est tout ce qui est parlé au nord du Selsbach. Pour les Alsaciens du Sud, c'est Mirpeixer, mais les Peixer, c'est aussi les Lorrains pour nous, donc je crois que c'est René Egles qui dit quelque part dans une de ses chansons, on est toujours le Peixer de quelqu'un. J'ai longtemps réfléchi, je me suis un peu posé la question, je me suis un peu creusé la tête avant de venir ici, sachant que cette interview allait tourner autour de cette question. Et je me suis dit, mais oui, au fait, qu'est-ce que c'est être alsacien? Est-ce que c'est une tradition? Est-ce que c'est une culture? Est-ce que c'est la humpapa musique? Est-ce que c'est la choucroute, la tarte flambée, les cigognes? Et dans le fond, je me suis dit que pour moi, être alsacien, c'est d'une part avoir grandi dans une famille où on parlait que l'alsacien. Donc je suis arrivé à l'école primaire à 6 ans, je savais dire Pouchour et Auroir, comme beaucoup de gamins de ma région à l'époque. Et surtout, il y a 2 cultures qui sont omniprésentes tout le temps, c'est-à-dire la culture française et la culture allemande. Mon grand-père qui récitait les géants de la Burg Niedeck de Chamisso le dimanche après-midi, après son schnapps. Mes grands-parents de l'autre côté qui chantaient des chansons allemandes, donc à l'église de toute façon, mais après tous les chants traditionnels de la culture allemande. Et de l'autre côté, à l'école où on apprenait les poèmes de Victor Hugo, où on apprenait aussi les fables de La Fontaine. Donc, pour moi, c'est toujours avoir les 2 pieds enracinés, chacun dans une culture. Et je crois que c'est Raymond Madsen, mon regretté professeur à Strasbourg en dialectologie, qui disait que il faut avoir 2 pieds pour marcher, et donc 2 langues pour s'exprimer. Et le mieux, c'est encore d'avoir une langue internationale pour être compris dans le monde entier. Donc le français, l'allemand et l'anglais pour se faire comprendre partout. Là où je suis un peu, au regret, c'est que cette tradition ou cette habitude de parler l'alsacien, elle s'est perdue et je suis moi-même fautif parce que je ne l'ai pas parlé avec mes enfants. Je crois que c'est un peu compliqué parce que c'est à la fois, on a envie de donner à ses enfants une facilité. Rétrospectivement, je me dis que c'était une erreur, mais il y a cette idée de on va parler français, comme ça simplifiera la vie à tout le monde. Et en même temps, il y a un profond regret parce que il y a une saveur de la langue, des expressions qui se perdent irrémédiablement. Comment on vit avec cette schizophrénie? Je dirais que c'est peut-être un des aspects qui sont les plus difficiles à assumer. D'avoir cet héritage et de ne pas avoir su le transmettre. Il y a dans ma réserve d'Indiens, là-haut, au nord de l'Outre-Forêt, dans l'Outre-Forêt, au nord de la forêt de Haguenau, des villages où cette tradition est encore très ancrée. Et j'ai régulièrement des familles qui viennent chez moi à la librairie où la maman ou le papa s'adresse exclusivement en alsacien aux enfants qui, 3, 5, 8 ans, répondent en alsacien. Donc, je ne désespère pas complètement parce qu'il y a peut-être eu un saut de génération. Il y a peut-être des gens comme moi qui avons maintenant 50, 60 ans qui ont raté le coche, mais qu'il y a une génération après qui a peut-être repris le flambeau. En tout cas, dans certains villages. C'est vraiment des familles de jeunes parents qui ont entre 25 et 40 ans. Alors, d'où eux l'ont appris, peut-être des grands-parents, peut-être aussi, ils ont été à la maison rurale de l'Outre-Forêt prendre des cours d'alsacien avec Serge Riguer. Je ne sais pas, mais en tout cas, le fait est là.
elle laisse la place de l'usage quotidien, de ce qu'on appelle une langue vernaculaire, donc qui est utilisée du matin au soir. Quand je vais chez le boulanger, je vais 42 Süwecker, quand j'ai travaillé pendant 17 ans à la Manufacture d'Org-Mühleisen, l'essentiel de la communication se faisait en alsacien. On était 15, 17, et même des collègues qui étaient venus de Champagne, qui étaient venus des Vosges, se sont adaptés et ont appris au moins le minimum pour se faire comprendre et pour comprendre l'alsacien. Donc, l'alsacien, c'est avant tout ce véhicule du quotidien où on règle les choses courantes de la vie. Après, il y a cet alsacien qui est écrit, qui est quelque part une création très, très contemporaine, hein, parce que, bien sûr, on a l'exemple de Ottfried de Wissembourg, qui, au VIe siècle, traduit les évangiles en une espèce de proto-alsacien ou de très vieil haut allemand. Mais après, on a très peu d'exemples. À partir du moment où l'allemand, le Hochdeutsch, est fixé par Luther, par la traduction de la Bible, il ne me semble pas qu'il y ait énormément de choses qui soient écrites en alsacien. Il y a un peu de théâtre, des choses comme ça, mais pour moi, l'alsacien, c'est quand même la langue du quotidien et du travail, de la rencontre. L'édition en alsatique est de plus en plus parcimonieuse, il y a de moins en moins de choses qui paraissent, et ce qui paraît, souvent c'est soit édité en Allemagne, chez nos amis des éditions de Morstadt, ou alors carrément à l'autre bout de la France, en Bretagne, chez Joran M. Banner. L'édition alsacienne en tant que telle a choisi plutôt une édition de niche, avec beaucoup de romans policiers, avec beaucoup de livres de cuisine, de tradition, etc. Mais de la création littéraire alsacienne, on en trouve pour ainsi dire très peu, ou quasiment pas, de nos jours chez nos éditeurs alsaciens. Il y a Pierre Kretz, qui a écrit un certain nombre de choses. Après, il y a eu des gens comme Germain Müller, qui sont un petit peu plus anciens. Il y a tout ce côté cabarettiste aussi qui est très présent, où beaucoup de gens écrivent en alsacien pour des spectacles, pour du cabaret, pour du théâtre, mais c'est pas forcément des choses qui sont publiées ou qui sont tirées pour le grand public. Nathan Katz est mort, il me semble, dans les années 70 ou 80. André Weckmann est mort il y a un certain nombre d'années. Bien sûr, c'est des auteurs que j'ai lus et que j'ai travaillé aussi avec Raymond Madsen, mais je ne dirais pas que c'est encore des auteurs contemporains, dans le sens où ils ne sont plus vivants. Pierre Kretz, c'est encore quelqu'un qui est vivant. Sylvie Reff pour sa poésie, Simone Morgenthaler aussi, qui de temps en temps écrit des choses en alsacien, oui. Alors, j'essaie d'avoir un fond d'alsatique qui couvre un certain nombre de nouveautés, plus des choses un peu plus anciennes que j'essaie d'avoir toujours en stock. Et bien sûr, s'il le faut, je les commande, oui. Ce sont souvent des clients allemands qui cherchent aussi de l'alsatique, ou qui en tout cas essayent de se renseigner sur l'histoire de l'Alsace. Et là, il y a quand même une histoire qui est absolument symptomatique, c'est quand Pascal Hugues a publié Marthe et Mathilde, qu'elle a essayé de publier Marthe et Mathilde, tous les éditeurs français l'ont renvoyé à ses études. Mais ça n'intéressera personne. De toute façon, si c'est pour que ça soit tiré à 200 exemplaires, pour quelques colmariens, c'est pas la peine. Et moi, ce qui m'est arrivé en tant que libraire, c'est que j'ai vu des clients qui ont déboulé et qui m'ont dit « on veut acheter Marthe et Mathilde en langue française ». J'ai dit « mais was ist das, Marthe et Mathilde, j'ai jamais entendu parler » parce que ça a apparu chez Rowohlt en Allemagne. Et ça a fait un carton énorme chez Rowohlt, ce qui fait que quelques années, 1 an ou 2 ans après, à la foire de Francfort, les éditions Les Arènes ont dit « on veut bien acheter la traduction ». Et là, Pascal Hugues leur a dit « mais ça n'est pas une traduction. Vous allez acheter le texte original. Parce que celui qui est paru en premier, c'est la traduction en allemand. »
Donc ça prouve bien qu'il y a du côté allemand une appétence pour l'Alsace, pour l'histoire de l'Alsace. Est-ce que c'est lié à une culpabilité? Je ne dirais pas forcément, parce que ces temps-là sont un peu révolus, mais cette appétence, en tout cas, on ne la retrouve pas, ou beaucoup moins du côté français. Moi qui suis tout près, enfin qui suis sur la frontière quasiment, il y a beaucoup d'Allemands qui viennent jusqu'à Berchtesgaden, Landau, etc., qui vont faire un peu des vacances, et puis ils vont aller nach Frankreich. Et nach Frankreich, les premières destinations, ça va être Wissembourg, ça va être peut-être Strasbourg aussi, Colmar, mais en tout cas, on a en Alsace cette aura d'être la porte d'entrée de la France pour les Allemands. Dans ma librairie, il arrive fréquemment que le même client me demande dans la même conversation un titre en allemand et après un titre en français. Et qu'il me dise, bon, une population d'un âge certain, voire d'un certain âge, quand c'est un auteur allemand, je préfère le lire dans la langue originale. Donc je pense qu'il y a pour une bonne partie des Alsaciens, en tout cas ceux que moi je vois régulièrement dans mon coin là-haut près de Wissembourg, pour qui il y a vraiment ces deux pôles et qui font partie de leur bagage. Comme sur un vélo, quand vous avez deux sacoches, c'est plus facile de rouler que si vous avez une sacoche où vous avez tout le poids d'un côté. Il y a toujours cette question mais ça c'est général dans la librairie, de l'avancée en âge du lectorat. Qu'est-ce qu'il va en être d'ici 10-15 ans? Est-ce qu'on aura encore ce lectorat qui a cette capacité de jongler entre les deux langues? Et est-ce que de toute façon, on aura encore un lectorat en librairie dans 15 ans? Moi, j'ai très souvent des Allemands qui viennent à la librairie avec la page centrale de la FAZ, c'est un machin grand comme ça, là, avec, quand par exemple, vous avez Modiano ou Annie Ernaux ou Leclésio qui ont le prix Nobel, ils arrivent avec une liste et puis ils disent « je veux lire ça, 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 ça et ça » en français, dans le texte. Donc, c'est souvent des médecins, des docteurs, professeurs, quelque chose, donc c'est peut-être pas forcément une petite bourgeoisie, mais enfin c'est quand même un milieu un peu intellectuel, ce qui ne serait sans doute pas le cas dans l'autre sens. Quand Herta Müller a eu le prix Nobel, je n'ai pas vu des Alsaciens ou des Français débarquer en nombre et puis me demander à avoir le dernier Herta Müller. Donc, il y a effectivement, pour cette population qui a une appétence pour l'Alsace, une connaissance, pour l'Alsace et la France, une connaissance et une culture plus importante. Ça, c'est évident. Je ne peux pas envisager ma vie autrement que avoir les deux flèches à mon arc, parce que parfois dans la discussion courante, il m'arrive de chercher un mot et de dire et que c'est le mot allemand qui sort, parce que c'est pour moi celui qui sonne le plus juste. Il y en a un qui me vient là spontanément, c'est schüren. C'est-à-dire quand on exacerbe, quand on excite quelque chose. Mais le verbe schüren en allemand, pour moi, il est beaucoup plus pertinent, beaucoup plus précis que les équivalents que je pourrais trouver en français. Alors, un linguiste va peut-être me dire, monsieur, revoyez un peu vos dictionnaires, il y a sûrement l'équivalent ou des choses qui sont très, très semblables dans le français. Mais voilà, c'est ma compréhension des deux langues me permet parfois de trouver un terme plus précis dans l'autre langue et d'être, dans ce cas-là, plus fin dans ce que j'essaie d'exprimer. Pour moi, la culture alsacienne, c'est un bagage que j'ai eu quand j'étais enfant. C'est une langue, c'est des expressions, c'est aussi un art culinaire, c'est des traditions musicales. Et c'est aussi un attachement à un endroit. Même si je peux envisager un jour de prendre ma retraite en Bretagne ou dans les Landes ou je ne sais où, mais c'est un attachement à un endroit, à tout ce que culturellement, architecturalement, cet endroit a produit. Dimanche après-midi, avec mon épouse, nous sommes allés au musée de l'œuvre Notre-Dame et je me suis retrouvé face à ce Christ de Wissembourg. Voilà, et il y a un lien pour moi très fort et un attachement très fort, par exemple, à ce genre d'objets et de modèles culturels ou architecturaux.
Il y a par exemple une tradition qui est extrêmement vivace, qui est celle du théâtre alsacien, du théâtre dialectal, et des revues politiques, satiriques en alsacien. Alors bien sûr, on a tous entendu parler de la choucrouterie, du théâtre alsacien de Strasbourg, mais il y a aussi, notamment en Alsace du Nord, dans les petits villages, de novembre à mars, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait 2-3 représentations de théâtre dialectal dans les villages d'Alsace du Nord. Et il y a notamment Laurent Fischer avec sa KDB qui, tous les 2 ans, fait son spectacle de ce qu'il appelle cabaret ou revue, où il Zeit durch den Kakao, la politique nationale, régionale et locale. Donc, c'est un véhicule pour continuer à transmettre cette tradition ou cette langue alsacienne. Alors, il y a plusieurs éléments. Premièrement, par rapport au théâtre, et si le théâtre, c'était une piqûre de rappel, comme un vaccin, tous les ans, on vient reprendre un petit coup de vaccin, histoire de se dire que la langue n'est pas morte et qu'elle continue d'exister. Ensuite, dans la troupe, par exemple, celle que je connais de Laurent Fischer, de la KDB à Wissembourg, il intègre régulièrement de jeunes acteurs et de jeunes actrices. Quand on les entend en scène, on entend parfaitement que l'alsacien n'est pas vraiment leur langue de tous les jours. Mais ils sont là, ils font l'effort, ils travaillent leur texte, ils travaillent leur diction. Et donc c'est quelqu'un, à gauche, à droite, quelques personnes qui vont reprendre le flambeau et qui vont peut-être le transmettre autour d'eux ou parler l'alsacien autour d'eux. Ensuite, pour ce qui est de l'avenir de l'alsacien, il y a tellement de choses, tellement de civilisations qui ont disparu. Il y a actuellement une grande exposition sur Ramsès ou Toutankhamon, je ne sais plus lequel des deux, mais enfin bon, voilà, Ramsès, voilà, hein, c'est 3000 ans d'histoire d'Égypte, et puis du jour au lendemain, les Romains sont arrivés, les chrétiens là-dessus, et pouf, plus rien, plus personne, et on n'a plus su lire leur langue pendant 1500 ans. Est-ce que ça n'est pas le lot de toutes les langues, de toutes les cultures à un moment d'apparaître, d'être là pendant un certain temps, de disparaître? Est-ce que pour autant il faut les pleurer ou pas? L'avenir nous le dira. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que tant que nous sommes des locuteurs, un certain nombre de locuteurs de cette langue, c'est un peu comme les loups, hein, ou le lynx. Si on passe en dessous d'une certaine population, ben, il n'y a plus de transmission possible. Pour l'Alsace, pour l'Alsacien, j'ai l'impression qu'on n'en est pas encore là. Est-ce qu'on va y arriver dans 10 ans, dans 20 ans, dans 5 ans? Bien malin qui peut le dire. Les universitaires que vous avez rencontrés ont peut-être là plus de chiffres, plus de données statistiques qui leur permettent d'être plus précis. Mais en même temps, il y a toujours la moitié dans un verre. Après, qu'on le voit à moitié vide, à moitié plein, ça dépend du point de vue qu'on prend. Moi, pour l'instant, j'ai l'impression que cette langue, tout ce qui s'y rattache, même si on trouve du Flormencœur jusqu'à Francfort et jusqu'à Paris, voire à Brest, mais il y a encore une tradition, une culture, un vécu alsacien qui, pour l'instant, ne sont pas morts. Et tant qu'on est quelques-uns ou quelques centaines, quelques milliers à pouvoir continuer d'en parler, d'en vivre, de nous exprimer dans cette langue et dans cette culture, ben, alléluia, profitons-en. C'est un patrimoine qui va survivre. Un patrimoine, c'est de la pierre, c'est tout ce que tu évoquais. Mais je pense que la vivacité d'une culture est quand même, pour moi, liée à une langue. Et sans l'alsacien, ben, je crains fort que, oui, il y a une grande partie de ce que peut être le fait d'être alsacien, le fait d'être accroché, d'être porteur de cette culture, ben sans la langue, c'est perdu.
Tu vois, si demain je peux plus dire que pour trouver le sol, là, un type qui me fait un refus de priorité, ben voilà, c'est ce genre de choses qui font toute la saveur aussi d'une langue. Quand j'étais au musée de l'œuvre Notre-Dame dimanche et que j'ai remonté la rue vers la cathédrale, c'est la rue Mercière, je crois. Effectivement, quand on voit les stands avec les cigognes en plastique qui sans doute sont fabriquées en Chine et que les Chinois viennent acheter chez nous, effectivement, il y a un côté succursale de Europa Park. Mais je veux dire, ça c'est le commerce. Voilà, dans son côté peut-être un peu plus le plus outrancier et le plus consumériste, mais je crois que beaucoup de gens viennent chercher heureusement autre chose que les clichés. Quand je vais en Bretagne, je ne vais pas visiter les Up de Rennes ou de Brest. Et si je vais à Barcelone, je ne vais pas non plus visiter les quartiers les plus défavorisés ou les plus moches de Barcelone. Je vais aller chercher Gaudi. En Bretagne, je vais aller chercher Le Cronan ou des choses comme ça qui ont une attache, qui sont symptomatiques d'une singularité, d'une histoire et d'une région. Donc heureusement que les touristes ne vont pas aller à l'Elzo dans les tours qui sont pas très jolies, quoi. Je pense qu'après la Seconde Guerre mondiale, avec toute la difficulté de l'histoire, toutes les compromissions qu'il y a eu, il suffit de voir en ce moment ce que Michel Becquel, Gérard Janus, des gens comme ça sont en train de lever, hein, comme non-dits, comme tabous qui ont existé pendant très très longtemps sur cette histoire qui est difficile, qui est compliquée. Ça a été extrêmement simple pour la France, ou en tout cas la République française, de réprimer ou de quelque part de faire sentir une gêne aux Alsaciens. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui avaient du Trag am Stock, qui se sont compromis. Mais cette histoire, on est en train de la travailler et il faut sortir des clichés noirs et blancs. Tout ça est dans 50 000 nuances de gris et on n'a pas de raison d'avoir honte de ça. Moi, j'ai un grand-père, j'ai une photo de lui où il est en tenue de SA devant une maison de Wissembourg avec le Gauleiter Wagner. Est-ce que j'ai besoin d'avoir honte de ça ? C'est son histoire, c'est ce que lui a vécu, c'est son engagement qui n'est pas justifiable, qui n'est pas excusable. Mais moi, en tant qu'Alsacien, je suis ce que je suis. Et donc, on n'a aucune raison d'avoir accepté pendant toutes ces années qu'on réprime ou que l'Alsacien soit mis au rebut. Et pour revenir à l'édition, je crois qu'il y a eu une période où dans l'édition alsacienne, et notamment la maison phare de l'édition alsacienne, il y a eu des malgré nous jusqu'à la nausée. Jacques Fortier, le bien connu journaliste, un jour me disait entre deux portes, il me dit « Tu vas voir, dans 2 ans, ils vont nous faire les malgré nous montent un meuble Ikea. » Parce que il y a eu cette... Il a fallu à un moment retravailler cette histoire. Mais ça n'est, comme tu dis, ça n'est pas qu'une histoire victimaire. Il y a eu aussi des collabos, il y a eu aussi des volontaires, il y a aussi eu des gens qui étaient dans la Waffen-SS et qui se sont engagés là-dedans en pleine conscience et qui, surtout, après, ne l'ont pas regretté. Ils étaient un certain nombre. Regardons en face ces gens, regardons ce qu'ils ont fait et après, on peut passer à autre chose parce que ça, c'est... Géraldine Schwartz, la journaliste qui a écrit ce livre qui s'appelle Les Die Gedächtnislosen, tu vois, ça vient en allemand, où elle raconte que, enfin, sa thèse dans son livre, c'est de dire que là où on n'a pas travaillé le passé, l'extrême droite ressurgit d'autant plus facilement et d'autant plus fortement. Et elle donne l'exemple de l'Alsace du Nord, elle donne l'exemple de l'ex-RDA, elle donne l'exemple de l'Autriche. Tous des endroits où on a dit c'était pas nous, c'était eux. Et on a gentiment balayé ça sous le tapis, enfin arrêtez mon aimé de faune. Mais le jour où j'attends beaucoup
et je ne suis sans doute pas le seul de ce colloque qui aura lieu en novembre, 17-18 novembre, à l'Université de Strasbourg, sur Église protestante et nazisme, ce ne sera sans doute et certainement pas la fin de ce travail, mais c'est un travail qui est enfin amorcé et qui nous permettra, quelque part, non pas de solder, mais de regarder les choses en face pour passer à autre chose après. Je peux raconter l'histoire du demi-frère de mon père, qui est né en 1925, qui est mort en 1944 quelque part du côté de Kiev, enfin qui a été blessé du côté de Kiev, rapatrié à Dresden ou Leipzig, et qui est mort là-bas début 1945. Et mon père m'a raconté qu'on l'a emmené à la gendarmerie à Soultz-Forêt, pain sec et à l'eau pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'il signe l'engagement. Et on lui a dit, de toute façon, si tu ne signes pas, on sait où habitent tes parents, on sait qui sont tes frères et sœurs. Donc, c'est difficile. Moi, en tant que père, si j'ai cette menace qui pèse sur mes enfants, comment est-ce que je réagis? Est-ce que j'ai le courage de descendre dans la rue ou pas? Et c'est là-dessus que joue toujours ce genre de régime totalitaire. Et en Allemagne, ils ont quand même eu 7 ans pour s'exercer avant d'arriver chez nous, dans leur technique de répression des foules et des opinions. Voilà, il y a l'autre exemple, c'est le cousin de mon papa, dont le père était Gauleiter. Pas Gauleiter, pardon. Dont le père était... Non. Était du village... Non. Enfin bref, il était l'équivalent du maire sous le... Non, c'est vraiment sur le village. Enfin bon, peu importe. Il était nazi à 200%. Et il a forcé son fils à rentrer dans la SS. Mon grand-père, qu'aurait-il pu faire pour son propre fils ? Sachant qu'il avait encore 5 garçons derrière, entre 1 an et 6 ans, ou 1 an et 8 ans. Se sacrifier soi-même, c'est quelque chose que peut-être on peut envisager, en disant je prends la place et si ça doit me coûter la vie, ben ça me coûtera ma vie à moi. Mais quand il y a 5 enfants à nourrir, c'est quand même compliqué. Horst Gruppenleiter. Voilà. Le monsieur, en l'occurrence, il était Horst Gruppenleiter. Wo Mehrheiten wie Mehrheiten im da oben unter dem Wald noch verstehen die Straßbahn, die Stackel, das verstehen sie gar nichts. Mais das ist ein besonderer Spruch, das ist ein fränkischer Spruch. L'Alsace, elle doit continuer dans le sens, à mon avis, où elle ne doit pas ou plus avoir honte de ce qu'elle est. Quand moi, on me dit « mais tu as un accent alsacien », on ne me le dit pas souvent, alors est-ce que les gens sont polis, est-ce que j'en ai pas beaucoup, je ne sais pas, je ne m'en rends pas compte, mais quand on me dit « tu as un accent alsacien », je dis « bah oui, et alors ?» Fernandel a fait une chanson dans les années 50 où il se moquait des Parisiens qui se moquaient de son accent du Midi. Mais pour nous, c'est exactement pareil. Assumons ce que nous sommes, soyons fiers de ce que nous sommes. Et puis, si je traîne les A dans Strasbourg, eh ben, je traîne le A dans Strasbourg. Où est le problème ? Tant que nous avons une fierté de ce que nous sommes, de notre histoire, de ce que nous pouvons encore entreprendre, de ce que nous pouvons encore amener aux cultures françaises, aux cultures allemandes et à l'Europe en général, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas.